Bon, là on se trouve dans le salon de la Croix, c'est l'entrée gauche de l'hémicycle, parce que bon, en ce moment il y a le projet de loi à l'agriculture là, c'est depuis mardi et jusqu'à mardi, à raison de 9h30 jusqu'à 13h, ensuite 14h, non 15h jusqu'à 19h30, et ensuite c'est 21h30 jusqu'à 1h30 du matin, ou 21h jusqu'à 1h30 du matin, voilà, bon, ça fait un paquet d'heures tous les jours, sur les bancs de l'hémicycle. Demain, samedi, c'est sûr qu'on y est. C'est pour ça que je vais sécher la manif à Amiens. Je vais faire un tour à la manif à Paris. Mais comme je suis l'un des chefs de file et que peut-être que je serai un peu tout seul sur les bancs côté France Insoumise demain parce qu'il y a les manifs, il y a tout ça, chacun retourne dans sa circonscription. Siéger samedi, c'est quand même bizarre. Dimanche, on va peut-être siéger aussi. Donc voilà, je suis assigné à résidence ou auto-assigné aussi parce que je considère qu'il faut faire le boulot comme ça. Même si je ne l'ai pas fait par exemple sur plein d'autres projets de loi, je ne suis pas venu le week-end alors que les copains, eux, ils y étaient. Donc chacun son tour. Donc voilà. Et ah oui, à propos d'ennui, hier je suis allé chez le Toubib de l'Assemblée. T'as même pas à sortir ta carte bancaire, tiens, en fait. Non. Je savais même pas qu'il y avait un Toubib à Même l'Assemblée. pas la carte, la mutuelle, je crois que j'ai rien sorti. Mais donc il y a un Toubib à l'entrée. J'y suis allé, j'ai une bronchite, ça fait des mois, des semaines, des mois. Bon, je me suis dit maintenant ça se calme un peu. On va aller chez le médecin. En fait, j'ai une sinusite, une rhinite, enfin j'ai une collection de hits. Mais il y a eu un dialogue assez marrant. La médecin, elle me pose des questions. Est-ce que vous faites du sport? Tu vois, des trucs comme ça. Je dis oui, je fais du sport. Bon, c'est bien parce que ici, c'est plus 3 kilos par an pour les jeunes hommes. Elle me dit plus 3 kilos par an. Elle me dit ouais. Les députés mangent trop et ils mangent irrégulièrement. Puis je lui dis ouais. Puis surtout, ils s'ennuient. Elle me dit ah oui. Ah vous me le dites comme ça vous, parce que normalement les autres ils mettent un peu de temps avant de. Bah ouais, ils s'ennuient. Tu vois, t'as un gros risque de t'emmerder dans cette boutique. À la fois, t'as supposément des tas de trucs à faire, que tu fais mal. Et puis en même temps, tu passes ton temps à entendre des discours, enfin bon, je sais pas. Donc tu dois faire beaucoup de choses, en même temps tu fais rien, il y a une confusion, mais c'est vraiment je pensais, c'est le burn-out, un boulot où tu as une belle apparence, tu as le costume, tu as la bibliothèque, tu vois, t'as les dorures là. Mon fils, quand il est venu ici, il a regardé le lustre là, il a dit oh, tu vois, voilà. Je me suis dit, l'Assemblée, c'est du lustre. Tu vois, c'est du lustre, c'est l'habillage. Ça me fait penser à un autre truc. J'ai eu un débat avec De Rugy. Je sais plus, mais enfin c'est paru dans ce Marianne là. C'est dans Marianne de cette semaine. Alors je suis pas d'accord avec le titre, j'y reviendrai. Le révolutionnaire contre le réformisme. Débat avec François De Rugy. Par contre, je trouvais que c'était une super idée de la part de Marianne d'organiser un débat avec De Rugy. C'était une idée marrante, quoi. Bon. Et donc, avant le débat, tous, la photographe, ah là 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 là, elle est venue là, quel cadre, c'est magnifique, quelle lumière. Bon, la journaliste, oh la bibliothèque, les livres, qu'est-ce qu'ils sont, enfin tu vois, j'en sais rien. Bon, ok, il s'extasie quoi. Comme mon fils, comme mes parents, comme tout le monde. Et c'est symptomatique. C'est l'Assemblée, c'est une apparence, c'est un habillage. Tu vois, avant je pensais que je devais dire l'Assemblée est nue. Mais en fait, c'est l'Assemblée n'est qu'habillée, d'où les crises vestimentaires régulières. Et il y a autre chose, ma métaphore de l'habillage, elle prend un autre sens maintenant. C'est-à-dire que si jamais c'était le président de la République qui imposait ses projets au pays sans qu'il y ait de parlement, on trouverait ça scandaleusement autoritaire. Tu vois? Donc, il y a un habillage démocratique qui s'appelle l'Assemblée nationale. Et même s'il y a une majorité automatique et pléthorique, même si elle ne modifie que des petites virgules dans les textes, ça permet de faire passer comme si c'était pas un seul homme qui décidait de tout, ou de quasiment tout, tu vois. Donc ça a une fonction d'habillage démocratique. Je compte vraiment mener bataille sur le projet de réforme constitutionnelle. Et c'est vrai que c'est un peu à contrario peut-être de ce qu'on attendrait de moi. Je veux dire que tu vois, hier Bourdin il disait ça devrait vous plaire de passer de 577 à 400 députés parce que j'ai ce côté anti-institution, tu vois, et donc, mais non, ça me plaît pas du tout. Moi, je veux renforcer le rôle de l'Assemblée, je veux renforcer le rôle du Parlement face au président. Aujourd'hui, le problème de nos systèmes démocratiques, c'est que tout le pouvoir est à l'Élysée, qu'il y a une confusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et qu'en fait, le pouvoir législatif est complètement ravalé par l'exécutif. C'est le cœur d'une des convictions qui m'anime, c'est que dans un pays, il ne peut pas y avoir un seul bonhomme qui décide pour tout le monde, quand bien même il serait élu.
tu vois, c'est une monarchie absolue, renouvelable tous les 5 ans. Bon, elle est renouvelable, tous les 5 ans, on peut choisir son bonhomme, mais son roi, son monarque. Mais n'empêche que c'est quand même une monarchie absolue. Donc, je compte me bagarrer fortement contre cette réforme constitutionnelle pour en imposer une autre. Évidemment, on ne va pas y arriver à l'imposer. Pas pour dire que d'abord, cette réforme, elle ne va pas dans le bon sens. Elle ne va pas dans le sens du rééquilibrage du pouvoir. Au contraire, c'est le président de la République, déjà, qui a décidé qu'on allait passer de 577 à 400 députés, par exemple. Donc ça prouve bien que le pouvoir il est à l'Élysée, y compris pour décider de ce que va faire l'Assemblée. Même la manière de décider cette réforme, et puis on va retourner en congrès à Versailles où on va écouter le président, donc, y compris là-dedans, on voit bien comment c'est l'exécutif qui a tout le poids dans la balance. Donc, et qui veut encore en avoir davantage, qui trouve qu'il est trop gêné, que ses projets vont pas assez vite, que ça traîne encore, qu'il y a trop d'amendements, que ceci, que cela. Il faudrait que la courroie de transmission elle soit encore plus efficace. Bon, donc je vais me bagarrer contre ça. Je me bagarrer, au contraire, je le dis. Il faut augmenter le nombre de députés. Ne serait-ce que si tu prends le ratio entre le nombre de députés et le nombre d'habitants par rapport à d'autres pays, c'est pas énorme. Mais par rapport à la démographie française, il y a eu une augmentation du nombre d'habitants dans ce pays. Moi, j'aimerais que ma circonscription elle soit plus petite, ou d'avoir à représenter moins d'habitants pour pouvoir être plus au contact des gens, pour pouvoir plus les écouter, ou alors de pouvoir diviser, d'avoir une semaine en circonscription, une semaine à l'Assemblée. Une semaine en circonscription, j'écoute les gens, je respire, j'ai des histoires, parce que heureusement, moi, ça se voit sur la loi agriculture, heureusement que j'ai été journaliste pendant 17 ans, parce que ça me permet de nourrir mon propos d'histoire, de reportage, d'un sentiment du pays, tu vois, parce que j'ai eu le temps de l'acquérir auparavant. Mais aujourd'hui, je suis plus nourri de cette manière-là. Donc moi, je souhaiterais bien qu'on ait une semaine à l'Assemblée, une semaine en circonscription, puis tu es remplacé par ton suppléant, tu peux faire un vrai tandem avec lui, tu vois, un truc comme ça. Bon, donc voilà. Donc la rencontre avec De Rugy, je vais te dire, c'est des moments où tu sens la jacquerie en toi. C'était corporel, tu vois, le mec est d'une arrogance, d'une suffisance. Bon, et ça se sent, te regarde de haut, une espèce de mépris, toi t'as jamais rien compris, bon, et oui, ça me met en ébullition, tu vois. Bon, voilà, tu sens ça, tu sens l'aristocrate quand même. Bon, voilà, je l'ai dit. Merde. Et d'ailleurs, 1789, il prend des patins et des couffins pour admettre l'héritage de la Révolution française. On n'est quand même pas là par hasard, on est quand même là parce qu'il y a eu cette Révolution française, bon sang. Moi, j'en suis un héritier. Bon, et là, bon, ceci, cela, bon. Après le titre. Le titre de Marianne, parce que je ne voudrais pas créer des déceptions à l'avenir. C'est marqué le révolutionnaire contre le réformiste. Et moi, je me sens profondément réformiste. Tu vois, je veux dire, là, on dit le réformiste, l'autre, c'est pas un réformiste, c'est un contre-réformiste. Dans les années 70, la CGT ou le Parti communiste, ils appelaient ça des contre-réformes. Par exemple, ce qui se passe sur le rail, sur tout ça, c'était pas appelé des réformes à l'époque. Ils n'osaient pas, le gouvernement, ils n'osaient pas appeler des trucs comme ça des réformes. C'était nommé par les forces de progrès comme étant des contre-réformes. Et ce qu'on nous présente aujourd'hui comme des réformes, ce sont des contre-réformes. Mais moi, je suis toujours attaché à la volonté d'avoir des réformes, des petits pas, oui, mais qui vont dans le bon sens. Mais même des petits pas, je les prends. Je les prends pourquoi ? Alors, je me réfère là à Jaurès, qui parlait de réformisme révolutionnaire, tu vois, c'était un dépassement dialectique qui me paraît très intéressant. La sonnerie que vous entendez là, elle annonce un scrutin public. J'en ignore le thème, mais si jamais c'est retoqué à une voix près, ça sera à cause de ma vidéo ici. Il y en a régulièrement, hein, faut pas. Puis la majorité, c'est très très rare qu'il y ait un vote contre l'avis du gouvernement ou contre l'avis du rapporteur. Je peux pas te dire que c'est jamais arrivé, mais si jamais ils voient que c'est tendu, ils ont des. Ça fonctionne par roulement. Donc nous, on est 17, on peut pas être là tout le temps. Mais eux, ils en ont un tiers qui est là. D'accord ? Mais même s'il n'est pas là dans l'hémicycle, mais il suffit qu'ils mettent un petit message et fouf, ça rapplique, quoi. Voilà comment ça fonctionne. Et ils sont... Bon, voilà. Et donc, oui, je disais, réformiste, révolutionnaire. Putain, c'est le moment où j'étais dans une envolée, j'étais Jaurès, c'est tout ça, que boum, digression. La dialectique, oui. Pourquoi les petits pas ? Pourquoi ça se prend, les petits pas ? Bon, d'abord, un petit pas qui va dans la bonne direction, pour les gens, c'est déjà ça.
Le débat s'était posé sur les retraites du temps de Jaurès. Il me semble que c'est en 1910, il faudrait vérifier ça, où Jaurès dit cette réforme sur les retraites ouvrières, elle est très insuffisante, mais je la prends. Et je crois que Jules Guesde, à l'époque, y est opposé, et l'essentiel du Parti socialiste est opposé. Et Jaurès, il dit non, moi je prends, c'est une semence pour l'avenir. Là, on pose un élément et on ne sait pas de quoi ça va être investi pour l'avenir. C'était quand même bien vu. Et donc voilà, pourquoi je prends les petits pas? D'abord parce que ça peut améliorer ici et maintenant un petit peu la vie des gens. Et tout ce qui peut améliorer un petit peu ici et maintenant la vie des gens, au-delà du grand bond en avant, de la grande transformation de la société, c'est évidemment bon à prendre. Mais c'est bon à prendre pour une deuxième raison. C'est que c'est la prise de confiance qui compte. C'est la prise de conscience de notre force. Et chaque fois qu'on arrive à faire un petit pas dans la bonne direction, malheureusement, il faut dire que ces temps-ci, on n'y arrive pas toujours, pas régulièrement, eh bien non seulement on gagne matériellement quelque chose, mais surtout on gagne psychologiquement quelque chose. On accumule des forces, on accumule une confiance en nous, on accumule une conscience dans notre force. Et une révolution ne peut pas se baser que sur le refus de l'ancien monde. Il faut qu'il y ait poser des jalons sur le nouveau monde qui sera devant nous. Et évidemment, ces petits pas, ces réformes qu'on serait parvenus à poser dans un ancien monde, c'est l'annonce de ce qu'on est capable de faire pour la suite. Donc voilà pourquoi ça me semble important à ces deux titres. Et pour clore la séquence, et pour que je retourne en séance, je dirais que c'est l'enjeu principal de la marée populaire qui se déroule demain. C'est toujours le même. C'est quoi? Parce qu'on va me dire... Oui, à quoi ça sert? Je vois ça sur les réseaux. À quoi ça sert? On a déjà eu des marches, on a déjà eu des manifs, on a déjà eu tout ça. Mais pourquoi on a perdu contre Hollande en 2016? Parce qu'on n'était pas assez nombreux. C'est pas parce que les manifs ça sert à rien. C'est parce que dans les manifs il n'y avait pas assez de monde, parce qu'il n'y avait pas assez de grève, parce qu'il n'y avait pas assez de lutte, parce qu'il n'y avait pas assez de tout ça. Mais il faut qu'on soit plus nombreux. Donc demain, l'enjeu de la marée populaire, c'est un enjeu de reprise de confiance et de reprise de conscience dans notre force. Mais ça, évidemment, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. J'espère que ça va venir. Enfin, dernier point peut-être, puisque je parlais de Jaurès, évidemment, la même époque où il y a eu la charte d'Amiens. La charte d'Amiens qui pose l'indépendance des syndicats et des partis. Et on voit bien que la manif de demain est une entorse à la charte d'Amiens. Maintenant, je voudrais dire que cette charte d'Amiens qui nous est ressortie, pourtant je suis d'Amiens, tu vois. Pour moi, c'est un espèce de talisman. En fait, c'est pas ça qui est la raison du blocage aujourd'hui entre syndicats et politique. C'est pas ça, parce que la CGT s'est assise pendant des années sur cette charte d'Amiens, dans ses liaisons avec le Parti communiste, dans ces liaisons dangereuses qui ont failli mettre en péril la CGT au moment où le PST a chuté. Et donc, si aujourd'hui il y a des réticences à construire des liens avec les partis politiques, c'est pas au nom de la charte d'Amiens, c'est au nom de cette histoire douloureuse. C'est en souvenir de ça, en se disant merde, il faut pas qu'on recommence le même truc. Et en fait, souvent quand on menait dans un point qui était quand même une liaison très forte avec le PC qui grosso modo choisissait qui allait être le dirigeant de la CGT, la tentation, c'est, comme on a vu qu'il y avait un risque de ce côté-là, c'est de basculer complètement de l'autre côté. Et évidemment, tout en construisant des liens entre syndicats, partis, associations, et il faut les construire. Il ne faut pas retomber dans les anciens travers. Il faut trouver un autre chemin qui permette de tisser des liens sans que ça soit une dépendance, sans qu'il y ait une puissance, encore un scrutin public, sans qu'il y ait une puissance, une domination de l'un sur l'autre, quoi. Donc voilà ce qui est important. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous conscients qu'à gauche, personne n'est assez fort tout seul pour faire face à un président, et là en l'occurrence à un parlement qui est la courroie de transmission des désirs de l'oligarchie internationale, pour parler bref, quoi. Quand on voit que Macron, non mais attends, quand on voit que c'est l'arrogance de l'injustice, c'est même plus l'injustice, c'est la manière dont il nous crache l'injustice à la figure. Quand on est capable d'annoncer l'exit tax dans Forbes, le magazine des milliardaires américains, c'est quand même aux alentours de 900 millions, et que la même semaine, on te dit qu'on va venir gratter quasiment la même somme sur les hôpitaux, quand on te dit qu'il n'y a pas d'argent pour le plan banlieue, quand on te dit qu'on va aller gratter sur les prestations sociales, à peu près toutes les prestations sociales sont concernées, des retraites aux bourses pour étudiants, à peu près toutes, et mis dedans pour aller gratter un petit peu de pognon là-dedans,
quand tout ça se fait dans le même moment, et quand hier, Macron reçoit Uber, Facebook et tous les dirigeants mondiaux à l'Élysée, qui sont là-bas comme chez eux, c'est clair que c'est pas seulement l'injustice, c'est l'arrogance de l'injustice. Eh ben, il est évident que pour faire face à ça, c'est pas la France insoumise toute seule, c'est pas la CGT toute seule, c'est pas, tu vois, c'est tous ensemble, quoi. Et c'est au-delà de ces forces mêmes. C'est le sentiment d'injustice qui habite le cœur des gens, mais je pense que ça, il est répandu. Mais c'est comment, entre ce truc qui est répandu massivement à la population de c'est pas juste, on passe à on peut faire quelque chose. On y peut quelque chose, on peut quelque chose. Et là, le sentiment d'impuissance, il est vaste. Et c'est contre ça qu'on doit se bagarrer tous les jours, c'est contre ce sentiment d'impuissance. Et une manif, c'est un moment où on se renforce et où on donne une image au pays. C'est pas seulement les gens qui viennent dans la manif, c'est qu'il y a des gens qui viennent pas dans la manif, mais qui voient qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se disent, bon, la prochaine fois, peut-être que j'en serai, ou ça m'amène à penser différemment. Bon, et j'y retourne. C'était un peu long à la fin, non ? 3 kilos par an, ouais, j'y vais pour prendre mes 3 kilos. Non, je suis retourné hier à Amiens, j'ai fait un aller-retour pour aller voir mes gamins. Et puis surtout, j'étais courir mes 10 km le long du chemin de halal.